Je vais laisser tout de suite la parole à Ludovic Galen de Data Impact qui va nous présenter des slides, mais surtout des insights. Oui, merci. Bonjour. Nous, on va parler du e-commerce PGC au niveau mondial. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ce sujet ? C'est un sujet extrêmement dynamique sur lequel il se passe beaucoup de choses et qu'il faut absolument regarder au niveau mondial si on veut comprendre les perspectives et les évolutions. Donc, quelques mots sur le marché d'abord. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, c'est un marché énorme, plus de 200 milliards au niveau mondial. Deuxièmement, c'est un marché qui croît très très vite. Il aura plus que doublé entre 2019 et 2022. Et enfin, c'est un marché qui mute, qui shift. Il shift pour plusieurs raisons. C'est un marché encore plus local. Aujourd'hui, 70% des paniers sont préparés en magasin, des paniers e-commerce. Il shift parce qu'il est bousculé par des nouveaux investissements. Le e-retail média en est un excellent exemple. Et enfin, on a des nouveaux acteurs, des nouveaux retailers, des digital native brands qui veulent prendre leur part du gâteau et bousculer tout ça. Alors, quand on parle du Covid, on se pose plusieurs questions. La première question, c'est quel a été l'impact du Covid sur le e-commerce PGC ? Et la deuxième question, c'est est-ce que ça va être pérenne ? Il y a une récente étude de Bain qui est sortie qui a montré, on le savait, mais que le Covid a fait gagner plusieurs années de e-commerce PGC dans tous les pays. Deux points très importants qu'on peut souligner. C'est que déjà, sur des pays extrêmement matures comme la Corée du Sud ou la Chine, on a gagné 2 à 3 ans de e-commerce PGC à horizon 2025. Donc ce fameux plafond de verre dont tout le monde nous parle tout le temps, quand on regarde au niveau mondial, il n'existe pas. Et un deuxième élément, c'est qu'on a des géographies extrêmement importantes, le Royaume-Uni, les États-Unis ou l'Allemagne, qui ont chacun gagné plus de 5 ans en e-commerce PGC à horizon 2025. Ça veut dire que tout ça, ça va accélérer plus de digitalisation au niveau mondial dans les entreprises. Le deuxième point, il y a une récente étude de McKinsey qui est sortie. En fait, il en ressort que les achats PGC en ligne sont l'habitude de consommation la plus susceptible de rester plus loin, plus tard. Alors, on ne va pas utiliser le terme new normal, mais voilà, après. Il y en a d'autres qui vont revenir à des tendances pré-Covid, mais les achats PGC en ligne sont susceptibles de rester. Si on zoome maintenant sur les US, en fait, il s'est passé un raz-de-marée aux US sur le e-commerce PGC. Entre août 2019 et août 2020, le e-commerce PGC a fait x4. Et maintenant, si jamais on regarde ça dans une logique, on va dire, d'après-vaccination, les États-Unis, il faut savoir que c'est un pays qui est revenu à une sorte de normale bien avant l'Europe. Si on prend 2 dates un peu symboliques, avril 2020, le pic du confinement d'une certaine façon, avril 2021, la moitié de la population américaine qui avait au moins une dose de vaccin, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que le marché il a continué à croître de plus de 25%, et que ce qu'on appelle les active shoppers, eux, ils ont même augmenté leur nombre de paniers moyens. Donc en fait, la baisse ou le décrochage qu'on attendait, il n'arrive pas vraiment. Alors, en plus de ça, on a posé la question aux shoppers, qu'est-ce que vous comptez faire ? Qu'est-ce que vous comptez faire après ? La réponse, elle est extrêmement simple. Le shopper, il compte conserver ses habitudes. Il compte faire du click and collect, il compte faire de la livraison en ligne et il compte se rendre en magasin. Donc il compte fondamentalement rester omnicanal. Ça, c'est bon pour le marché, ça va dans notre sens, mais ça implique aussi des nouveaux enjeux. 1, gagner la bataille de l'omnicanal. Deuxièmement, essayer de multiplier les points de contact avec le shopper pour l'amener chez soi. Et troisièmement, le fidéliser bien évidemment, parce que si jamais il shift et il switch, et ça n'a pas d'intérêt. Tout ça dans un contexte de choc de la fidélité du shopper en Europe. Il y a un chiffre qui est extrêmement important, il y a 30% des consommateurs qui ont testé une autre enseigne pendant le Covid, et il y a 75% d'entre eux qui comptent continuer plus tard. C'est absolument majeur. Et quand on leur pose la question, pourquoi ? Il y a 2 éléments qui ressortent. 1 pour le prix, et 2 pour la commodité. Le prix, voilà, je cherchais des meilleurs prix, des meilleures promotions. Il y a aussi des éléments un peu plus omnicanaux. C'est les coûts de livraison étaient trop importants. Et quand on demande pour le service, c'était plus près de ma maison. Ou alors les services de pick-up et de livraison étaient plus intéressants. Petit aparté, tout ça, ça va totalement dans le sens d'un e-commerce plus local, d'une sorte de click and collect où les Français ont un coup à jouer. Mais si jamais on prend un peu de recul et qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit le shopper ? Le shopper, il nous dit 1, je vais continuer mes habitudes d'achat. 2, je vais rester fondamentalement omnicanal. Mais troisièmement, je vais regarder un peu à droite et à gauche pour essayer de voir ce qui se passe et s'il n'y a pas un service qui correspond plus à mes attentes.
Alors, c'est justement sur ces enjeux des attentes consommateurs qu'on a vu un raz-de-marée récemment sur les levées de fonds relatives à la livraison PGC. Alors oui, on a l'impression que les levées de fonds en ce moment, c'est absolument incroyable, que les levées de fonds, quel que soit le secteur, on lève des milliards et des milliards. Mais juste un chiffre pour vous donner, sur la première moitié de l'année 2021, ces acteurs ont levé 2,5 fois plus que sur l'ensemble de l'année 2020 et sur l'ensemble de l'année 2019. Voilà, il y a eu beaucoup de presse, des Getir qui dit qu'il va conquérir Paris, des Rolik ou d'autres acteurs. Tout ça, en fait, dans un écosystème qui est déjà bien fourni. On a des Instacart, on a des Deliveroo, des Ocado ou des acteurs qui montent comme la Bellevue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, il y a des gens qui croient que le marché il va continuer à croître, qu'il y aura de la place pour beaucoup de personnes et qu'on va être capable d'exporter son business pour gagner des parts de marché. Alors maintenant, si on veut un peu segmenter ces différents acteurs, il y a 4 principaux blocs. Le premier bloc, c'est ce qu'on va appeler les nouveaux distributeurs, les Rolik, les Picnic. Ils ont une proposition de valeur particulière sur le service ou sur la livraison. Ensuite, on a tout ce qui va être quick delivery, des Gorillaz, des Cajoo. Leur promesse, eux, c'est de livrer les centres-villes urbains en moins de 10 minutes. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler les personal shoppers. Pour ceux qui connaissent, c'est des modèles type Instacart. C'est on envoie une personne faire les courses à votre place et vous livrez. Et les troisièmes acteurs, donc des logos que vous connaissez, Deliveroo, Uber Eats, qui veulent rentrer sur cette digitalisation de la livraison du food. 4 exemples concrets vraiment pour illustrer comment ça fonctionne. Donc Picnic, un acteur néerlandais, eux, leur force, c'est leur maîtrise complète de la chaîne logistique. Ils arrivent vraiment à réduire le coût du dernier kilomètre et même, ils vont gérer leur expansion géographique à partir de ce critère-là pour avoir une rentabilité. Donc pour le shopper, ça va être une meilleure qualité de service, une meilleure livraison. Gorillaz, donc ça c'est une start-up berlinoise. Eux, leur modèle, c'est qu'ils vont mailler les centres-villes urbains avec des mini-entrepôts entre 100 et 300 mètres carrés, un nombre de références hyper limité, moins de 2000 références. Et derrière, ils vont livrer aux alentours en 10-15 minutes le shopper. Instacart, alors pour ceux qui ne connaissent pas, aux États-Unis, c'est une révolution. C'est un carton total. Dans certaines catégories, ça représente déjà 20 à 30% du poids du e-commerce. Donc concrètement, c'est une application qui va digitaliser des points de vente physiques. Le shopper, il se rend sur cette application, il commande, il choisit son magasin et puis il commande. Et il y a quelqu'un, un indépendant, qui va faire les courses à votre place dans le magasin et qui va venir vous livrer. Donc ça carton plein. Et des Deliveroo aussi qui vont s'associer avec des enseignes qui vont digitaliser des points de vente. Le shopper va faire ses courses sur l'application, ça va être préparé en magasin, livré à travers la logistique hyper rapidement. Et pour le shopper, c'est utiliser un acteur qui connaît déjà. Alors, il y a juste une étude, une erreur à ne pas faire quand on les regarde, c'est que on ne se parle pas de start-up qui ont levé pour trouver leur business model. On se parle vraiment d'entreprises qui connaissent leur modèle, qui connaissent leurs économiques et qui sont vraiment dans une phase de conquête. Si jamais on prend certains acteurs, des Picnic aux Pays-Bas, des Rolik en République tchèque, des Colonial en Norvège ou des Ocado au Royaume-Uni, ils ont un plan de conquête extrêmement clair, extrêmement phasé. Sur leur marché domestique, ils ont entre 15% et bien plus de 50% de part du e-commerce. Et donc, c'est pas des petits acteurs, ils connaissent très bien leur modèle. C'est pas un gage de réussite, c'est pas pour ça qu'ils vont avoir tout le marché, mais il faut juste avoir en tête que parmi ces acteurs, parmi ceux dont on parle, il y en a un demain qui aura bouleversé mon propre marché et avec qui ce serait mieux de savoir communiquer, savoir parler, comprendre ces modes de fonctionnement. Maintenant, si on se met d'un point de vue industriel, quels sont mes enjeux, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais devoir adresser différentes problématiques. Je vais devoir, sur l'assortiment, savoir discuter avec ces acteurs. Quand j'ai un assortiment restreint, comment est-ce que je suis sûr que c'est mes blockbusters qui sont bien poussés? Sur le média, comment je vais gérer mes budgets? Comment est-ce que je vais allouer du test and learn pour travailler avec eux? Les prix, on l'a vu récemment, ces acteurs, ils sont dans une phase de conquête du shopper. Ils seront peut-être amenés à baisser les prix drastiquement de mes blockbusters. Comment est-ce que je fais en sorte que ce n'ait pas un impact négatif? Et derrière, un troisième point, les enjeux de budget de trade et promotion, en particulier dans une logique tripartite. Ça va être comment est-ce que je vais allouer mon budget entre l'application tierce, typiquement Instacart, le retailer, par exemple aux US Kroger, comment est-ce que je vais allouer mes différents budgets et gérer les tensions que ça va amener entre moi et ces acteurs. Parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de comprendre comment ils fonctionnent et d'adapter mes méthodes de travail et l'allocation de mes budgets en fonction de leur modèle et de leur maturité.
On a parlé de la disponibilité, mais la disponibilité, il faut que je m'assure que mes blockbusters soient distribués quand j'ai que 2000 références. Ensuite, si on parle des nouveaux distributeurs, c'est quoi mon enjeu ? Mon enjeu, c'est d'être plus visible que mes concurrents. Donc, travailler le moteur de recherche, ressortir en meilleure position. Et si jamais on prend le média, sur un modèle comme Instacart, c'est là où je vais allouer mon budget parce que c'est là où est la croissance et c'est là où je dois me démarquer. Donc l'idée, encore une fois, c'est de comprendre comment travailler et de se positionner en tant que catégorie captain pour avoir du ROI et derrière lancer des métriques beaucoup plus pertinentes. Alors, un point, c'est qu'on lit souvent, on dit souvent, nous les premiers, que le Covid a été un tsunami pour le e-commerce PGC. Nous, on pense que ce n'est pas le cas. On pense que le Covid, c'est le tremblement de terre avant la vague. La vague qui va arriver dans un an, 2 ans, peut-être un peu plus, mais que ça a juste préparé le terrain, ça a changé le jeu et la donne du marché, et ça a fait rentrer des nouveaux acteurs dans le terrain, et c'est demain que la révolution va se passer. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer pour gérer la mutation de ce marché d'ici 1 an ou 2 ans. Et gérer la mutation du marché et anticiper, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comment est-ce que j'ai une organisation adaptés et qui me permettent de prioriser l'ensemble de ces enjeux de plus en plus omnicanaux. Deuxièmement, quelle équipe je mets en place pour m'assurer que je vais être capable de gérer la multiplication des acteurs, que ce soit externes ou internes, pour mener mes actions. Troisièmement, comment avoir une politique de test and learn qui me permet d'apprendre et qui me permet d'affiner mes métriques. Enfin, derrière, l'objectif, c'est quoi ? C'est de définir une règle qui me permet d'allouer mes budgets de façon extrêmement précise et intelligente. Et enfin, le dernier point, c'est la data, les outils. C'est que si jamais je veux piloter un peu mon écosystème de façon efficace et de m'assurer vraiment que je vais prendre les bonnes actions, il est indispensable de comprendre ce qui se passe et de m'équiper d'outils de productivité. Donc voilà, nous, un peu, les différents blocs qu'on voit. C'est un marché sur lequel il va se passer des choses extrêmement intéressantes, passionnantes, mais il faut se préparer dès maintenant. Merci infiniment, Ludovic, pour cette présentation avec le résumé de ce qui existe en Europe, en tout cas tout ce qui s'est passé avec les nouveaux acteurs. C'est une très belle introduction. Et je retiens aussi sur cette slide, le tsunami, c'est pas maintenant, mais il va arriver. Il va arriver, c'est ce qu'on pense.